Ça, vous m'entendez bien sans micro, c'est bon? Oui. C'est sans micro du coup. Donc l'idée, c'est que je vous présente un peu le droit spatial et les débouchés professionnels. C'est pour ça que vous êtes là, je pense, non, sur... Vous êtes en quel niveau? Master 1. Tout le monde Master 1? Non, L1. L1, fin des licences, ok. Et vous? J'ai passé CRFPA. Ah oui, ok. Et vous peut-être exercer en droit spatial? Pas forcément, c'est par curiosité. Ok, d'accord. Ça existe, il y a quelques avocats quand même. Bon, du coup, je me présente un peu d'abord. Donc, je m'appelle Raphaël Costa. En ce moment, je suis en fin de thèse à Paris-Saclay. Et donc, je fais une thèse sur le droit de l'espace. Et sinon, c'est une partie de mon quotidien. Après, sinon, je donne des cours de droit de l'espace à Paris-Saclay. Avant, je le faisais à des juristes. Là, cette année, je fais que des ingénieurs. Ou en fait, non, je dis n'importe quoi. La semaine dernière, je donnais une formation à l'école de la magistrature, donc aussi à des juristes. Et donc voilà. Et jusqu'à l'année dernière, j'étais chargé de TD à temps plein, mais en consti, droit administratif et droit international public à la fac de Versailles. Et donc ça, c'est la moitié de mon temps. Et l'autre moitié de mon temps, sinon, j'écris des livres. Donc, le dernier vient de sortir, qui s'appelle Le procès du Père Noël. Je sais que vous n'avez pas encore fait au cadeau de Noël, je vous recommande, et qui est excellent. Je sais pas, j'espère, mais en tout cas, j'ai fait bon boulot. Et du coup, sinon, je tiens le compte, c'est la curiosité juridique sur les réseaux sociaux, peut-être que vous connaissez. Donc voilà, ça occupe l'autre moitié de mon temps. Et encore, en fait, il y a 3 moitiés. La dernière moitié, je travaille aussi chez Henrik B Édition, qui édite une partie des livres de curiosité juridique, mais je travaille avec eux comme éditeur juridique. Donc en fait, quand les gens veulent publier un livre de droit, ils nous les envoient, donc on relit, on voit si c'est intéressant à publier, puis si c'est intéressant, on les accompagne jusqu'à la publication en librairie, machin, etc. Donc du côté édition, je fais auteur et le côté éditorial aussi. Donc voilà. Et comment j'en suis arrivé là? Donc c'est après une licence de droit à la fac de Versailles, j'ai fait un master 1 de droit comparé, et après le master 2 de droit spatial de Paris-Saclay justement. Donc il y en a qui veulent peut-être faire ce master ou pas, qui sont venus non, personne. Parfois dans les conférences, quand on vient c'est qu'il y en a certains qui veulent le faire. Et donc je suis toujours assez lié au master. Je m'occupe un peu des étudiants avec le directeur du master. Et je les accompagne en voyage quand ils partent en Guyane, par exemple, pour visiter le centre spatial. Et sinon, dans les projets pro, les procès simulés en droit spatial aussi, j'aide un peu. Et aussi, je participe au processus de sélection dans le master. Donc voilà un peu mon lien avec le droit spatial. Et donc je vous parlerai un peu plus du master à la fin. Mais du coup, je propose de commencer un peu avec le droit de l'espace. Donc vous ne connaissez pas du tout la matière, mais vous ne la voyez même pas en licence ni en droit international. Vous êtes en quelle année de licence? En première. Ah oui, ok. Donc c'est une matière, généralement, on ne voit même pas en droit international public, mais donc c'est du droit international public. Donc juste pour refaire un peu l'historique du droit spatial, c'est une branche du droit qui naît dans les années 50-60, en même temps que la conquête de l'espace, pendant la guerre froide. Je prends un peu d'aspirine. Vous avez, en gros, durant la guerre froide et la course aux armements nucléaires, vous avez, ce qui oppose l'URSS et les États-Unis, vous avez les deux qui commencent à utiliser l'espace et qui créent en fait une extension de l'armement nucléaire et de la course au nucléaire, mais dans l'espace. Et donc ils vont commencer à négocier à l'ONU pour adopter des règles qui vont s'appliquer à toutes les utilisations humaines de l'espace afin d'éviter la course au nucléaire sur la Lune et dans l'espace extra-atmosphérique. Et donc c'est ce qui va amorcer la détente entre les deux blocs durant la guerre froide. Et donc ils vont se faire des propositions, ils vont rentrer dans un jeu de négociation diplomatique pour adopter un traité de l'espace et plusieurs traités en fait qui sont toujours en vigueur aujourd'hui. Et donc comment ça se fait au début? En fait, donc, en 1959 à l'ONU, on crée un comité spécial dédié aux questions spatiales. Dès l'année suivante, il y a l'Assemblée générale des Nations Unies qui crée un sous-comité spécialement qui est lié aux questions de droit spatial et qui demande en fait à tous les États d'étudier les problématiques juridiques qui vont émerger suite à la colonisation spatiale et à l'exploration spatiale. Et donc ça c'est dans les années, c'est en 58-59, et donc à partir de 61, ce comité en fait va commencer à rédiger une série de résolutions dans lesquelles ils vont mettre des règles de base, et en 67, ces résolutions-là elles sont transformées en traités, et donc ça devient ce qui s'appelle le traité de l'espace, qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Je parle trop vite, ça va? C'est bon? Et donc du coup, vous avez donc, en 67 un premier traité qui est adopté, et là vraiment vous avez tous les principes de base du droit spatial. Et donc ça s'appelle traité de l'espace, c'est raccourci, sinon c'est traité sur les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. Et donc c'est très rapide, c'est une dizaine d'articles, et
c'est vraiment rédigé en des termes très généraux, c'est vraiment un traité de principe, et c'est tellement général qu'il a fallu le développer par la suite. Donc en 67, il y a ce premier traité, vraiment les règles de base dans des petits principes courts, je vous les donne juste après. Hein, mais, ensuite, pour détailler ces règles, il y a une autre série de traités qui vont être adoptés jusqu'à fin des années 70. Donc en tout, il y en a 5. Vous avez d'abord le traité de l'espace, ensuite il y a le traité sur le sauvetage des astronautes et le retour des objets spatiaux. Ensuite, vous avez le traité, la convention sur la responsabilité en cas de dommage causé par un objet spatial. Et le quatrième, c'est la convention sur l'immatriculation des objets spatiaux, parce que les fusées, c'est comme les voitures sont immatriculées. Et le dernier, c'est l'accord sur la Lune, qui est adopté en 79. Et cet accord, lui, imagine comment se passerait la vie, enfin, quelles sont les règles à respecter en cas de vie ou d'activité humaine sur les corps célestes. Donc la Lune et tous les corps célestes seulement dans le système solaire. C'est précisé dans le traité. Mais donc voilà, en gros, ça c'est la base du droit de l'espace. Ces 5 traités qui sont adoptés entre 67 et 79, ils sont tous en vigueur aujourd'hui. Et donc quelles règles s'appliquent dans l'espace et qui sont vraiment toujours la base aujourd'hui. D'abord, vous avez l'article 1 du traité de l'espace, c'est la base, c'est la liberté d'utilisation et d'exploration de l'espace. C'est vraiment le principe fondamental. Tous les États sont libres d'utiliser et d'explorer l'espace comme ils le veulent. Et ça n'allait pas de soi parce que normalement la règle en droit aérien, c'est que l'espace aérien est soumis à la souveraineté de l'État. Vous savez ça que l'État qui est en dessous, il est souverain sur son espace aérien, on ne peut pas le traverser comme on veut, c'est une partie de son territoire. Et il est seul compétent dessus. Et en fait, donc, ça allait vraiment pas de soi que cette souveraineté, elle s'arrête en hauteur. Elle pourrait continuer indéfiniment. Et sauf que dès que les États ont commencé à utiliser l'espace, ils ont utilisé sans demander la permission à l'État qui survolait. Et l'espace, c'est pas très loin en fait. À partir de 100 km d'altitude, on est dans l'espace. Je peux vous dire, l'espace, c'est moins loin que Limoges. Donc c'est vraiment pas loin du tout, 100 km d'altitude. Et donc la question se posait vraiment de savoir, est-ce qu'il fallait avoir un régime différent, distinct de celui de l'espace aérien. Et donc ça, c'est ce qui a été adopté, le régime est complètement différent. Et ça a son importance, parce que du coup, si vous survolez un État à 80 km d'altitude pour par exemple prendre des photos de reconnaissance et d'espionnage, bah, c'est pas autorisé, il faut l'accord de cet État. Par contre, si vous le survolez à 102 km, du coup c'est autorisé, parce que vous êtes dans l'espace extra-atmosphérique. Donc là, c'est le régime de liberté d'utilisation. Donc là, c'est la première règle. Ensuite, la deuxième règle, c'est interdiction de s'approprier l'espace pour que tout le monde puisse l'utiliser librement, et les corps célestes. Donc, d'ailleurs, il n'y a pas de différence entre l'espace et les corps célestes pour le droit, c'est la même chose. Toutes les règles que je vous dis, que je vous explique, elles s'appliquent et dans l'espace, c'est-à-dire le vide, le vide interstellaire entre la Terre et la Lune par exemple, et aussi sur la Lune et tous les corps célestes, tous les astéroïdes, c'est pareil. Donc voilà, vous avez liberté d'utilisation, non-appropriation par quelque moyen que ce soit. Donc les États ne peuvent pas s'approprier ni le vide stellaire, ni les corps célestes. Donc que ce soit la Lune, Mars, n'importe quel corps céleste du système, enfin partout d'ailleurs. Ensuite, d'ailleurs, sur le principe de non-appropriation, ça a son importance parce que quand les Américains sont arrivés sur la Lune et qu'ils ont planté leur drapeau en 69, donc le traité de l'espace c'est 67 et l'homme sur la Lune c'est 69, c'est 2 ans plus tard, ils avaient déjà signé le traité et traditionnellement en droit international le planter de drapeau c'est revendication de souveraineté et donc c'est interdit. Et, enfin, c'est pas interdit de planter son drapeau, mais ça veut dire quelque chose en droit international. Et donc, du coup, il y a eu une communication à l'époque du directeur de la NASA et des autorités américaines pour s'excuser à l'ONU et pour expliquer que c'était pas du tout une revendication de souveraineté américaine sur la Lune et que c'est juste un petit symbole, un clin d'œil, parce que c'était le contribuable américain qui avait financé l'expédition et que donc voilà, c'était juste pour le clin d'œil, mais qu'il n'y avait pas du tout de revendication de souveraineté comme c'est traditionnellement le cas en plantant le drapeau. Donc voilà. Déjà, là, c'est le deuxième principe de base, c'est la non-appropriation. Ensuite, vous avez l'article 3 du traité qui est que tout le droit international s'applique aussi dans l'espace et que les États doivent respecter la Charte des Nations Unies quand ils utilisent l'espace, plein de règles comme ça. Après, toujours, je fais vraiment dans l'ordre du traité, c'est plus simple pour moi. Autre règle qui s'applique dans l'espace, ça va être l'article 4 du traité, c'est la militarisation de l'espace. Et là, je pense que ça vous paraît lunaire, sans mauvais jeu de mots ce que je veux dire, mais le régime militaire d'utilisation de l'espace, c'est à l'époque, quand les États adoptent le traité,
et que les représentants des États sortent de l'ONU et tout, ils expliquent là on a adopté un traité de désarmement, c'est vraiment une avancée énorme et tout dans la guerre froide. Vraiment, pour eux, le point central du traité de l'espace, c'est que c'est un traité de désarmement, et ça colle pas du tout avec ce qu'on trouve aujourd'hui dedans, enfin ce qu'on trouvait déjà à l'époque, mais à l'époque, il faut se remettre dans le contexte de la guerre froide, on avait peur d'une appropriation de la Lune et de l'installation sur la Lune d'armes nucléaires, etc. Et donc voilà le régime militaire pour l'espace. Donc la Lune et les corps célestes sont complètement démilitarisés, on dit même qu'ils sont sanctuarisés, c'est-à-dire qu'il est interdit d'avoir toute activité militaire sur la Lune ou les corps célestes. Même le personnel militaire est interdit d'aller sur les corps célestes, sauf si c'est pour des activités purement scientifiques. Et en revanche, pour l'espace circumterrestre, alors l'espace circumterrestre, c'est l'espace proche de la Terre, les orbites de la Terre. Là, ce qui est interdit, c'est le placement d'armes de destruction massive. C'est tout. Donc, ça veut dire qu'à contrario, dans l'espace proche de la Terre, vous avez le droit de placer des armes qui ne seraient pas des armes de destruction massive. Et en plus, ce qui est interdit pour les armes de destruction massive, c'est le placement. Donc, le transit est autorisé. C'est-à-dire qu'une arme nucléaire peut décoller d'un point terrestre et aller jusqu'à frapper un autre point en passant par l'espace sans violer le traité, en fait, parce que le traité interdit seulement le placement ou la mise en enfin, placer une arme d'espace et la mettre en orbite. Donc, c'est-à-dire que c'est un tour complet. Donc, tant que vous ne faites pas un tour complet, c'est pas mis en orbite, donc c'est autorisé, en fait, à contrario. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous dis que ça me paraît bizarre qu'à l'époque, les États avaient l'impression que c'était un traité de désarmement avec un régime comme ça qui est adopté, mais pour l'instant, c'est ce qui a été adopté. Ensuite, sur l'aspect militaire, il y a la règle suivante qui est assez importante, c'est sur les astronautes. Il y a tout un régime assez spécial du statut des astronautes. Donc déjà, en droit de l'espace, ils sont considérés comme des envoyés de l'humanité dans l'espace. Donc il n'y a pas de critères de nationalité ou de représentants d'État. Ils ont un statut un peu cosmopolite et assez protecteur. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, quand les États adoptent le traité de l'espace, ils ont en tête une affaire, l'histoire de Gary Power, qui est un pilote de ligne américain, qui survolait la Russie, enfin l'URSS en avion, de reconnaissance pour prendre des photos à une altitude très basse, c'était au début des années 60. Et en fait, son avion a été repéré, il s'est éjecté de l'avion a explosé, lui il a survécu, mais il s'est éjecté en parachute, et donc il a atterri sur le sol soviétique, et ensuite l'Union soviétique l'a utilisé comme monnaie d'échange pour récupérer un autre espion soviétique qui était aux États-Unis. Et donc en fait, ils avaient peur de ça à l'époque, parce que déjà, un pilote d'avion, bon, on a un contrôle facile sur un avion, mais un équipage d'astronautes qui revient, c'est super dur de contrôler l'atterrissage d'un engin spatial. Donc là, la crainte, c'était qu'en fait, soit un astronaute américain s'écrase sur le territoire soviétique et que du coup la Russie l'utilise comme monnaie d'échange, ou l'inverse. Et donc du coup, ils ont adopté ce régime de sauvetage des astronautes, où les États sont obligés de se rendre les astronautes des autres, si jamais ils atterrissent sur leur territoire. Et en plus, si jamais les astronautes atterrissent en haute mer ou sur le territoire maritime d'un autre État, pareil, ils doivent se les rendre, et l'État qui est le plus à même de les secourir doit les secourir en cas de détresse. Et pareil, l'État doit rendre pas que les astronautes, doit aussi rendre l'objet spatial récupéré, pas faire de reverse engineering. Donc ça, c'est ce qu'ils ont adopté à l'époque. Il n'y a jamais eu d'application pour l'instant de ce texte. Et ce truc de solidarité s'applique aussi entre les astronautes, c'est-à-dire que les astronautes étrangers qui seraient sur un même corps céleste ou dans une station en situation de danger ensemble doivent se porter secours, peu importe leur mission et ce qu'ils sont en train de faire. Et donc ça c'est pour le droit de l'espace général. Par contre, vous avez un régime un peu spécial dans la Station Spatiale Internationale, parce que la Station Spatiale Internationale, c'est un assemblage de plein de modules différents. C'est assez important parce que ça m'amène à la règle suivante, c'est le principe d'immatriculation des objets spatiaux. En fait, donc, tous les objets envoyés dans l'espace sont immatriculés, et l'État qui a immatriculé un objet spatial garde sa juridiction dessus. Donc c'est son droit qui s'applique. Comme un peu pour les bateaux en haute mer, où c'est un peu la rumeur où vous pouvez aller tuer votre femme en haute mer, il suffit d'aller en haute mer, la jeter, puis c'est bon, vous avez commis le crime, mais pas du tout, vous êtes toujours relié par la nationalité, soit au bateau, soit votre nationalité à vous. Par exemple, la France a la compétence pour juger les crimes commis par les Français partout, parce qu'il y a toujours la compétence personnelle. Donc, et dans l'espace, c'est pareil. C'est l'État qui immatricule l'objet spatial, qui applique son droit à l'objet et au personnel qui est parti avec. Donc, par exemple, les astronautes américains, quand ils étaient sur la Lune, ils étaient toujours soumis au droit américain,
même en dehors du module, qui n'était pas immatriculé par... Enfin, le module était immatriculé par les États-Unis, mais même en dehors, ils étaient quand même soumis au droit américain. Et donc là, vous voyez dans la station, dans la station spatiale, la difficulté, c'est comme c'est un assemblage de plein de modules étrangers qui est compétent. Donc en fait, c'est toujours l'état d'immatriculation qui est compétent. Donc les astronautes, quand ils sont dans la station et qu'ils se baladent de module en module, ils changent de juridiction en fait comme ça. Donc ça, comment vous dire, c'est pourquoi c'est important, c'est pour le... Ah, j'ai intimité un truc, c'est que je crois qu'en fait c'est filmé pour YouTube et je parle pas vite dans le micro depuis le début, donc peut-être qu'il n'y aura pas du tout de son pour me retransmettre le truc. Tant pis, c'est pas grave. Et donc du coup, dans la station, ils ont imaginé le cas du droit pénal de l'espace si jamais il y avait un crime commis à bord. Parce que, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, sur ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est si un crime est commis dans la station, entre astronautes étrangers, c'est l'état de nationalité du suspect qui peut juger le crime. Et le but, c'était d'éviter que, comme la station, c'est une coopération internationale, il y a 5 partenaires, dont les États-Unis et la Russie. Le but, c'est d'éviter que, par exemple, la Russie accuse un astronaute américain de tentative de meurtre sur un astronaute russe, et que du coup, la Russie se dise, on va juger un Américain. Donc du coup, si jamais la Russie fait ça, c'est les États-Unis qui sont compétents pour juger ce crime ou cette tentative de crime. Mais il n'y a jamais eu de cas de tentative de crime dans la station, sauf que l'année dernière, il y a eu un premier délit dans l'espace. Vous en avez peut-être entendu parler dans les médias. En fait, c'est une astronaute qui s'est connectée au compte, c'est une américaine, mais c'est une affaire purement de droit américain parce que tout se passe dans la partie américaine de la station. Et en fait, c'est une astronaute qui s'est connectée au compte en banque de son ex-femme parce qu'elle était en train de divorcer. Sauf qu'elle était dans l'espace, elle était un peu jalouse, elle voulait l'espionner, savoir ce qu'elle faisait quand elle n'était pas là. Enfin, de toute façon, elle était en train de divorcer. Et donc, du coup, elle s'est connectée à son compte en banque depuis la station pour voir quelles étaient ses dépenses et ce qu'elle faisait. Et donc, elle a eu une alerte et il y a eu une enquête. Et donc on s'est rendu compte que la connexion frauduleuse était depuis un ordinateur de la NASA, et la NASA a enquêté et s'est rendu compte que c'était l'ordinateur qui était dans la station spatiale. Et donc ils ont fait le rapprochement tout de suite, et voilà, donc du coup c'est juste une affaire américaine, mais il n'y a jamais eu vraiment de crime spatial où ce truc de la station s'appliquerait. Il y a sinon un autre cas qui est assez marrant, mais qui n'est pas toujours du droit américain, c'est il y avait un couple d'astronautes, dont en fait, alors c'est un peu complexe, en gros donc c'est un astronaute qui était en couple avec une astronaute, et il l'a quittée pour une autre astronaute, juste avant qu'ils partent avec cette autre astronaute en mission spatiale, en fait, ensemble. Donc, en plus, il l'a quitté, il l'a largué à distance et tout. Donc, c'est un peu l'âge de... Il voulait pas subir les conséquences de la rupture, donc il est parti dans l'espace juste après. Mais, donc, quand il a appris à son ex que c'était fini, elle était à l'autre bout des États-Unis en plus, et donc elle a pété un câble. Et elle a voulu tuer sa rivale avant qu'elle parte dans l'espace. Donc en fait, elle a conduit, elle était vraiment à l'autre bout des États-Unis, donc elle a conduit d'un bout à l'autre des États-Unis jusqu'à Houston. Et alors, l'histoire, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, donc, elle était en voiture pour vraiment arriver à l'heure, pas prendre de retard et tout. Elle est partie avec une couche pour pas faire de pause pipi, pause caca. Et donc elle est arrivée, et la NASA l'a arrêtée sur le pas de tir, elle est arrivée en fait sur le pas de tir de la fusée, juste au moment du lancement, pour essayer de la tuer en fait, avant l'embarquement. Et donc évidemment elle n'a pas pu rentrer, elle s'est fait arrêter, elle a pris 2 ans de prison pour tentative d'homicide. Et ça a donné un film avec Nathalie Portman qui s'appelle Lucy in the Sky. Mais elle a complètement vrillé, elle vrillait déjà un peu avant. Mais donc voilà, donc c'est les 2 seuls cas un peu de crime spatial, mais il n'y a pas vraiment de droit pénal de l'espace. Mais bon, après, plus on reste dans l'espace, plus c'est amené à se reproduire ce genre de truc. Donc voilà, vous avez toutes ces histoires d'astronautes. Après, en droit spatial, il y a aussi un truc qui est inhabituel par rapport au droit international, c'est tout le régime de responsabilité. Habituellement, en droit international, l'État n'est responsable que pour les faits qui lui sont imputables. Si vous vous rappelez le cours de L3, ça va arriver bientôt, il est responsable que pour les choses qui lui sont imputables, et s'il y a violation du droit international, donc fait internationalement ici. Et en droit de l'espace, pas du tout. Si l'État est responsable même des activités privées dans l'espace, de ces entreprises. Donc par exemple, les entreprises américaines engagent la responsabilité des États-Unis si elles violent le droit de l'espace. Donc toutes les règles que je vous explique, là, liberté d'utilisation, d'appropriation, elles ne s'appliquent pas qu'aux États qui ont signé le traité, elles s'appliquent aussi à toutes les sociétés qui ont des activités spatiales. Et donc, pour être sûr que les États
vérifient et fassent appliquer le droit de l'espace par leurs entreprises, dans le traité, il est dit que toutes les entreprises qui ont des activités dans l'espace, elles doivent d'abord avoir une autorisation préalable de leur État, et ensuite l'État doit les superviser en continu, parce que si elles violent le droit de l'espace, c'est l'État qui est responsable et pas elle. Donc voilà, quand on entend souvent que SpaceX viole le droit de l'espace et tout, je sais pas, en étant hyper présent sur les orbites avec plein de méga constellations et tout, c'est pas SpaceX qui viole le droit de l'espace, c'est les États-Unis qui violent le droit de l'espace en laissant SpaceX le faire. Et c'est les États-Unis qui sont responsables au niveau international. Et du coup, après, il y a tout le problème du droit international avec l'absence de compétences de la Cour internationale pour les États-Unis, etc. Mais quand même, le droit existe, c'est pas le Far West, le droit de l'espace, il y a des règles qui existent et qui sont pas toujours respectées, mais quand même qui sont là. Et donc, toutes les règles que je dis, elles s'appliquent à toutes les entreprises spatiales parce que le traité de l'espace, c'est un traité qui est massivement ratifié. Il y a tous les États qui utilisent l'espace qui l'ont signé et ratifié. Et il y a plus de 110 États qui l'ont ratifié, ce traité, aujourd'hui. Donc c'est vraiment énorme. Et le comité de l'ONU qui s'occupe des questions spatiales, c'est un des comités, c'est une des organisations internationales les plus suivies. Donc voilà, vous avez, je crois que j'ai à peu près fait le tour sur les règles. Ah non, j'ai n'importe quoi. Il y a déjà, oui, donc le truc d'appliquer le droit de l'espace. Ensuite, il y a, en cas de dommage causé par un objet spatial, c'est une autre responsabilité qui s'applique. Et pareil, c'est la responsabilité de l'État toujours. Mais là, c'est pas une responsabilité d'appliquer le droit, c'est une responsabilité financière. Donc là, ce qu'ils ont prévu dans les années 70, c'est que s'il y a un dommage causé par un objet spatial, donc un objet spatial, c'est tout objet envoyé dans l'espace, et ses composants aussi, même si l'envoi est raté. Donc si vous envoyez une fusée dans l'espace et qu'elle n'arrive jamais dans l'espace, et que l'envoi est raté, c'est quand même un objet spatial. Et là, qui est responsable, c'est un peu particulier, en cas de dommage causé par un objet spatial. Si le dommage a lieu dans l'espace, c'est l'État toujours qui est responsable, mais s'il y a une faute. Alors que si le dommage a lieu au sol, l'État est responsable à 100%, responsabilité absolue, sans faute, sans limite de montant. Donc si un satellite s'écrase sur Terre, l'État d'immatriculation du satellite va être responsable de dédommager ce dommage. Et il y a eu un seul cas, dans les années 70-80, fin des années 70, c'est un satellite russe qui s'est écrasé au Canada. Et bon, comme c'était au Canada, il n'y avait personne et pas de dégâts. Et juste par contre, le satellite a répandu sur 70 000 km² des substances nucléaires qui étaient la batterie du satellite. Et du coup, la Russie avait dédommagé à l'époque 3 millions de dollars pour les années 70, c'est beaucoup, pour nettoyer la zone en fait, parce qu'ils étaient responsables du dommage causé. Donc c'est le seul cas d'application de cet article. Et là, si je repense au traité dans ma tête, je pense que j'arrive au bout du traité. Et vous avez un dernier truc, c'est plein de principes de coopération. Et on trouve même dans le traité de l'espace un truc sur la vie extraterrestre, qui est que les États doivent éviter, si jamais ils ont connaissance d'une possibilité de contamination de la Terre par une substance extraterrestre, c'est vraiment écrit comme ça dans le traité, ils doivent tout faire pour éviter la contamination de la Terre par des substances extraterrestres. Ça, c'est dans le traité de l'espace et dans le droit international depuis les années 60. Et moi, c'est un peu comme ça que je suis arrivé dans le droit de l'espace, comme j'aime bien, c'est tout ce qui est un peu les curiosités du droit, c'est par ce truc. Et si on peut faire quelques mots sur le droit des extraterrestres, vous savez que vous avez l'arrêté municipal de Châteauneuf-du-Pape, je ne sais pas si ça vous parle. Vous connaissez Châteauneuf-du-Pape, la ville, le vin, c'est un vin très connu. Il y a un arrêté municipal à Châteauneuf-du-Pape qui est toujours en vigueur aujourd'hui, qui interdit aux soucoupes volantes de se poser sur le territoire de la ville et de la survoler. Et l'arrêté prévoit même que si une soucoupe se pose, elle sera mise à la fourrière. Et donc il est toujours en vigueur aujourd'hui, cet arrêté de Châteauneuf-du-Pape. Et vous aviez jusque dans les années 80 la NASA qui avait une loi, c'était dans la loi qui a créé la NASA, en fait que tout Américain qui avait un contact extraterrestre non autorisé par l'État, et donc contact extraterrestre, ça comprenait plein de choses, c'était soit de toucher une substance extraterrestre, soit d'entrer en contact même, de parler avec eux et tout, je crois pas aux extraterrestres, mais c'était dans la loi quand même. Et donc du coup, c'était puni jusqu'à 1 an de prison et 5 000 $ d'amende. Et ils l'ont supprimé dans les années 80 de la loi américaine, ce truc. Ça n'a jamais été appliqué, enfin officiellement, je plaisante. Donc il y a ça. Et en France, vous avez un service administratif qui s'occupe que de ça, je ne sais pas si ça vous parle, le GEPAN. Alors, quand vous pensez voir un OVNI, généralement la procédure, ce que les gens font, c'est qu'ils vont à la gendarmerie et ils déclarent avoir vu leur OVNI sur l'autoroute, donc souvent c'est sur la route la nuit,
Et en fait, donc, les gendarmes, ils ont un formulaire spécial d'observation d'OVNI. Et donc ça déclenche une enquête d'un service administratif qui s'appelle le GEPAN. C'est pas une blague. Et donc, qui est un service de l'agence spatiale du CNES. C'est un peu les Men in Black français sont basés à Toulouse. Et donc il y a 50 enquêteurs, en fait, et donc ils enquêtent jusqu'à 2 ans pour déterminer quelle est la nature de ce que vous avez vu. Pas parce que c'est sans doute un OVNI, parce que ça peut être peut-être un appareil, un engin militaire étranger qui viole la souveraineté aérienne de la France et tout. Et donc quand même, je vous dis, la statistique, c'est que dans 3,5% des cas, le GEPAN conclut à une observation non expliquée. Voilà, donc ça laisse... Mais c'est un vrai service du CNES qui existe. Et tout est, vous voyez sur leur site, ces groupements d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et ils ont des enquêteurs bénévoles, donc des fois ils font des annonces pour postuler. Si vous voulez postuler, vous pouvez devenir enquêteur pour le GEPAN. Et donc en fait ils enquêtent et après, même si vous avez pensé avoir vu un OVNI, ils vous disent après si ce que vous avez vu c'était expliqué ou pas. S'ils peuvent vous le dire, ils vous le disent, mais parfois ils ne peuvent pas vous le dire, ça peut être des essais militaires et tout, donc ils vont vous dire c'est expliqué, mais on ne peut pas vous le dire, mais en tout cas c'est pas un OVNI. Et donc voilà, et toutes les données qu'ils peuvent mettre en public, elles sont publiques sur leur site. Mais donc c'est un truc qui existe, ça existe toujours aujourd'hui, ça existe depuis les années 70 à peu près, ce service du CNES. Donc ça c'est aussi un poste qui est possible dans l'administration pour enquêter sur les OVNI. Mais il faut travailler au CNES pour y rentrer au GEPAN. Donc le CNES c'est l'agence spatiale française qui est basée à Paris et à Toulouse. Et je pense qu'on peut arrêter quand même sur les extraterrestres à un moment donné là. Et donc voilà, donc en gros le droit de l'espace c'est toutes les règles que je vous ai dit un peu rapidement, c'est dans ces traités. Dans les 4 premiers, le traité de l'espace et les 3 autres. Et je ne mets pas l'accord sur la Lune dedans, le dernier, parce que lui, il a été... Le traité de l'espace, il a été très signé et ratifié, mais l'accord sur la Lune, c'est l'inverse. C'est un vrai échec, il a été signé que par 20 États, non, ratifié par 14 et signé par 20, et dedans, il n'y a aucune puissance spatiale, aucun État qui a des activités spatiales. Et pourquoi? Parce que l'accord sur la Lune, il prévoit que quand l'humanité sera sur le point de pouvoir exploiter les ressources naturelles des corps célestes, il faudra mettre en place un régime international qui reverse une partie des bénéfices financiers aux pays en voie de développement. Et donc pour ça, aucun État ne l'a signé ni ratifié. Et pourtant, ils ont tous participé à la rédaction à l'ONU, mais même les États-Unis et tout, il y a plein de trucs que les Américains ont vu dedans, mais après, ils n'ont pas, ne serait-ce que signé. Et la seule puissance spatiale qui l'a signé, c'est la France, donc, mais elle ne l'a pas ratifié. Et donc voilà, et du coup, bon là c'est vraiment le cadre international, et pour vous parler un peu ensuite des enjeux de la discipline pour l'instant, ce qui se pose dans les activités, ça va être les débris spatiaux, qui est un enjeu majeur du droit de l'espace et de l'espace tout court, mais il n'y a rien dans le traité sur la protection environnementale de l'espace, il y a juste des lignes de soft law à l'ONU, des normes, des guidelines en fait, que les États appliquent, s'appliquent à eux-mêmes s'ils veulent, mais c'est un des enjeux et il n'y a rien de prévu dans le droit de l'espace, dans les traités obligatoires il n'y a pas grand-chose sur l'environnement. Vous avez ensuite les méga constellations de satellites d'Elon Musk ou d'autres boîtes qu'on peut voir en été d'ailleurs, qui vont saturer en fait l'espace, et comme il y a un principe qui dit qu'on ne peut pas s'approprier l'espace même par occupation, là les satellites d'Elon Musk qui posent vraiment la question de l'appropriation de l'espace en fait. Mais il n'y a absolument rien qui est fait sur la scène internationale, il n'y a aucun État qui réagit, à part les scientifiques, mais comme c'est du droit international, il faut que ce soit leur État qui prenne le lead contre les États-Unis, c'est un peu compliqué. Et je réfléchis ce qu'il y a d'autre comme enjeu, vous avez ça. Et vous avez, donc ça c'est vraiment les enjeux à court terme, c'est les débris et les méga-constellations. Et les méga-constellations parce que c'est une appropriation vraiment de l'espace et des fréquences en fait. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais en droit, les fréquences, vous voyez les fréquences, quand vous prenez la radio, la bande FM, en fait la bande de fréquence c'est une ressource naturelle limitée. On ne peut pas l'utiliser tant qu'on veut, il n'y a pas un nombre illimité de fréquences. Et donc il y a une organisation internationale qui s'appelle l'Union internationale des télécoms, qui est à Genève, qui répartit en fait les fréquences par utilisation. Par exemple, du numéro temps à temps, ce sera la radio, du numéro temps à temps, c'est les objets connectés. Par exemple, il y a un métier qui est juriste sur les fréquences, qui a une agence gouvernementale, c'est l'Agence nationale de régulation des fréquences, c'est dans tous les pays. Et les pays s'accordent entre eux pour se répartir les fréquences par utilisation et par zone géographique. Et donc les fréquences, ça a un statut de ressource naturelle limitée. Et couplé à l'orbite, en plus, c'est pareil, c'est un statut de ressources naturelles encore plus limité. Et comme les États sont libres d'utiliser l'espace, en fait, ils peuvent s'approprier
les fréquences en fait, et les orbites librement. Et donc ils essayent un peu de lutter contre, ça marche plus ou moins pour certaines positions orbitales qui sont très demandées, mais c'est quand même un des enjeux. Et donc c'est vraiment les enjeux à venir. Et après les enjeux un peu plus lointains, il y a l'histoire des ressources qui pour l'instant est assez hypothétique, mais il y a quand même des pays qui se mettent sur le coup. Par exemple, le Luxembourg, il y a quelques années, offrait 200 millions d'euros à toute entreprise qui voulait développer l'histoire d'exploiter les ressources naturelles de la Lune. Et toute entreprise comme ça qui voudrait s'installer au Luxembourg, le Luxembourg donnait 200 millions d'euros. Donc par exemple, la filiale de Google avait quitté la Silicon Valley pour s'installer au Luxembourg à ce moment-là. Alors il faut savoir pourquoi, c'est que le Luxembourg, je ne sais pas si c'est hyper bizarre, mais est leader mondial des satellites commerciaux. Par exemple, si vous avez la télé par satellite, vous avez une antenne, en fait, et le satellite que vous recevez est probablement contrôlé depuis le Luxembourg. La boîte SES, ou avant Astra, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Astra ou SES sur les satellites, c'est basé au Luxembourg, et le siège social, c'est dans le château où est né le Grand-Duché du Luxembourg. Ils ont reconverti ça en centre de contrôle des satellites. Donc quand on arrive là-bas, c'est la campagne, il y a des champs d'antennes en fait, et ils contrôlent les satellites depuis la zone. Et donc il y a une salle qui fait 3 fois la taille de cette salle, et il y a tout un mur, en fait c'est que la mosaïque avec des chaînes, vous avez toutes les chaînes des satellites contrôlées par le Luxembourg, et en fait il y a 3 mecs qui sont payés pour rester dans cette salle toute la journée. Dès qu'il y a une chaîne qui grésille ou qui marche plus, ils identifient le satellite en question, et le bâtiment d'à côté corrige la position du satellite en direct. Et donc il y a des gens qui font que ça toute la journée, 24 heures sur 24 en fait. Et ça c'est depuis le Luxembourg. Donc c'est hyper bizarre parce que le Luxembourg n'a pas comme Kourou, un port spatial, ni rien, enfin, n'a pas de port spatial comme la France, mais ils le font en tout cas. Et donc ils essaient de se placer leader aussi sur l'exploitation des ressources, parce que personne ne pensait que le Luxembourg pourrait le faire pour les satellites, vu qu'ils n'ont pas d'agence spatiale, pas de lanceur, pas ne serait-ce qu'un accès à la mer, mais voilà, donc, et pourtant ils y sont parvenus, et là ils vont essayer de faire pareil sur les ressources. Et un autre enjeu, c'est les vols suborbitaux. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est le tourisme spatial. On entend souvent les stars qui ont payé des billets à 500 000 $ et tout pour prendre des essais d'engins où ils vont juste à l'orbite, enfin, juste à la limite de l'espace. Donc l'espace, ça commence à 100 km, et les vols suborbitaux vont à peu près à 100 km, vous faites un quart d'heure en apesanteur, c'est rigolo, ensuite vous revenez. Et en fait, se pose la question de savoir, est-ce que c'est du droit aérien ou du droit spatial? Parce que du coup, c'est pas du tout le même régime qui est applicable. Si c'est du droit aérien, et un exemple caricatural mais vrai, si c'est du droit aérien et qu'il y a une boîte comme ça en Europe, si le vol arrive en retard de plus de 4 heures, vous avez la directive européenne sur le retard, là, vous savez, quand vous prenez l'avion et que vous arrivez en retard, qui s'applique. Et si c'est du droit spatial, du coup, ça ne s'applique pas du tout. Si c'est du droit aérien et que l'appareil s'écrase au sol, la compagnie aérienne n'est pas responsable si elle n'a pas fait de faute. En revanche, si c'est du droit spatial, on est toujours responsable s'il y a un dommage au sol, même s'il n'y avait pas de faute. Oui, donc ça, c'est des enjeux comme ça, et qui vont se poser. Et aux États-Unis, c'est les seuls qui ont légiféré là-dessus, et eux, ils ont expliqué que c'était du droit spatial, et c'est des engins spatiaux, alors que les vols suborbitaux, ils vont à 90 km, 95, et ils vont jamais vraiment dans l'espace. Mais c'est que les constructeurs américains ont dit, si c'est du droit aérien, la réglementation aérienne, elle est trop chiante, elle est trop lourde, on ne va pas le développer. Donc ils ont dit, on va l'assimiler à l'espace, et du coup, c'est bon. Et voilà, là, c'est les enjeux un peu futurs. Et après, sinon, on parlait un peu quand même des métiers du master avant de vous libérer. Ça fait déjà 3 quarts d'heure, ça devrait se finir. Donc il y a très peu de formations qui sont spécialisées là-dedans. Donc il y en a une en France, donc le master en droit des activités spatiales et télécom à Paris-Saclay, à Sceaux. Maintenant, il faut candidater en M1, mais il y a toujours des places pour candidater en M2, pour arriver directement en M2. Parce que c'est la seule en France. Il y en a une autre au Luxembourg, et il va y avoir une autre peut-être à... Je sais qu'il y en a 3 ou 4 dans le monde, mais j'ai oublié les autres. Enfin, je sais que le Luxembourg va bien d'ouvrir, mais c'est plus un diplôme universitaire, je crois. Et donc, celle de Paris-Saclay, bon, je vais pas faire... je fais un peu de la pub pour mon truc, mais elle est numéro 1 en France en droit du numérique, parce que c'est master droit de l'espace et du numérique. Il y a 2 options. Il y a à peu près 20 places. Et vous avez soit le parcours écosystème numérique, et là généralement les étudiants qui le font, ils sont juristes d'entreprise, donc soit chez des opérateurs téléphoniques ou dans des startups liées au télécom, ou avocats, beaucoup d'avocats en droit des données personnelles, tout ce qui est en lien avec le numérique, ou alors avec la téléphonie mobile, le réseau, ou juristes dans les agences de fréquence, ou ce genre de choses. Et après vous avez tout le côté air et espace.
Et là, donc, les débouchés professionnels du master, et en vrai, les vrais débouchés professionnels du secteur, c'est juriste dans les agences spatiales. Donc, par exemple, au CNES, il y a un service juridique, mais qui compte 15 personnes. Donc, et là, je parle du CNES Paris, mais je sais qu'il y en a qui partent des fois aussi à Kourou. Mais alors, du coup, pour bosser au CNES à Kourou, c'est un peu particulier, c'est des missions de 3 ans, renouvelables plusieurs fois. Je sais parce que c'est extrêmement bien payé. Donc, du coup, il y a un supplément. Donc, les 40%. Comment? Les 40%. Ouais, c'est exactement. Donc, en plus, c'est un poste qui est hyper, qui sont assez demandés. Et donc, ouais, donc ça, il y a ça. Dans le master, il y a beaucoup de gens qui sont étrangers ou qui ont une double nationalité parce que, tout simplement, si on fournissait 10 juristes spécialisés en droit spatial par an, en France, on sature le marché direct. Il n'y a pas non plus. Donc, il y a à peu près 50% de gens qui sont soit binationaux, soit étrangers. Donc, juste pour un exemple, mais la directrice de l'agence spatiale hongroise a fait le master, par exemple. Il y a beaucoup de gens dans les agences spatiales étrangères qui ont fait le master, qu'il y en a tellement peu qu'il faut bien qu'ils se forment quelque part. Donc les postes, c'est ça, c'est juriste dans les agences spatiales, beaucoup dans les boîtes d'aéronautique, donc chez Thales, Ariane Espace, Safran, enfin, des gens qui ne font pas forcément du spatial, mais qui vont faire aussi de l'aérien, ou des appareils, des avions, civils ou militaires, mais quand même beaucoup de militaires, parce que la technologie spatiale est très proche du militaire. Et donc voilà, vous avez, ça c'est les débouchés qui existent. Après, il y a aussi, et ça c'est très rare, mais prof de droit de l'espace, donc on n'est pas beaucoup, et c'est même, on est vraiment en voie de disparition. Les rares qui étaient en doctorat avec moi, ils sont tous partis pour aller dans les agences, ils ont tous été débauchés, parce que déjà c'est mieux payé. Et la fac, c'est un milieu un peu spécial, mais du coup je fais attention parce que c'est sur l'étude, donc il faut que je fasse gaffe. Et donc voilà, donc, en vrai, ça c'est vraiment les débouchés du master. Et est-ce que j'oublie un truc ou pas? Et oui, et maintenant c'est vrai que c'est un master qui est passé en alternance. Donc en fait c'est pour ça qu'il est aussi bien noté sur EdUniversal. D'ailleurs si vous n'avez pas encore de master, je vous recommande le classement EdUniversal parce qu'ils font leur classement, en fait ils font leur enquête auprès des anciens étudiants. C'est comme ça et ils font leur enquête sur le taux d'insertion professionnelle et le niveau de revenu. C'est ça en fait qui classe les masters sur ce classement-là. C'est pour ça que des fois il y a des masters qui sont devant Assas ou la Sorbonne ou les grandes facs, parce que tout simplement ils assurent une insertion professionnelle aux étudiants. Et donc, nous, on est premiers pour ça, en fait, parce que à la fin au bout de 2 ans après le master, tous les étudiants sont en CDI, quelque part. Donc, que ce soit en spatial ou en numérique. Et voilà. Bah, écoutez, je pense que j'ai à peu près fini. Si vous avez des questions, je serais ravi de répondre, discuter avec vous. Oui. Le retard de l'avion, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu cette affaire? Je suis très curieuse de savoir, du coup, si un avion est en retard, quels sont les recours pour, vous avez. Alors en fait, juste normalement, ils ont un formulaire directement sur leur site, sur les compagnies, vous allez sur le site de la compagnie, et vous pouvez dérouler directement réclamation avec un retard. Et en fait, il suffit de citer la directive européenne, je ne sais plus, c'est la 50- je sais pas quoi, ou slash quelque chose, 50/ quelque chose. Et en fait, en fonction de la distance du vol, donc ça marche que dans les compagnies, ça marche pour l'Union européenne, mais en fonction de la distance parcourue et du retard, ça vous donne un montant forfaitaire. Moi, je sais qu'à partir de 1500 km et 3 heures ou 4 heures de retard, c'est 600 €, je crois, ou 400, je sais plus. D'accord, donc si on a 8000 km et que l'avion est en retard, là ça commence à être intéressant. Ouais, ça commence à être intéressant. Non, mais même comme ça, moi je suis d'origine portugaise, donc j'ai souvent au Portugal, c'est 1550, exactement entre Paris et Faro. Et du coup, peut-être avec, je sais plus, mais c'était à 50 km près, et mon avion avait. En fait, ils m'ont annulé le soir, mais ils m'ont prévenu avant, et ils m'ont décalé le lendemain. Et je passe avec Transavia, j'avais payé 90 € et du coup j'ai eu les 400 € forfaitaires, ça m'a remboursé mon billet. Puis en plus j'ai eu un jour de plus de vacances, ils m'avaient prévu la veille. C'est forfaitaire en fait, ils n'ont pas le choix. Donc il faut leur écrire. Il n'y a même pas. Je le saurai pour la prochaine fois. Ça ne vient pas ça, cette histoire de la directive? Mais si c'est. J'ai déjà utilisé moi. Ah ouais, pourquoi? Pour quelle distance? Pour aller aux Antilles. Je sais plus, mais ça m'avait remboursé. Et ça marche, non mais ça rend, c'est pas mal. Hein. Mon aller et mon retour, du coup, parce que c'est très loin, les Antilles. Mais ouais, oui, en plus, à partir de certaines distances, c'est au-delà de 1000 €, non, c'est pas. Ouais. Si ça vaut le coup. C'est forfaitaire, ils peuvent rien dire, c'est en droit européen. Mais maintenant, c'est pour ça que les avions arrivent un peu en avance, parce que les compagnies, du coup, décalent leur heure d'arrivée pour pallier un peu les retards.
Donc c'est pour ça que les avions sont toujours en avance maintenant la plupart du temps. C'est une astuce. C'est juste pour pas payer le truc forfaitaire. Et l'autre question, vous parliez des fréquences qui sont vérifiées, contrôlées et tout ce qui s'ensuit. J'ai vu, je ne sais pas si c'est l'année dernière, un technicien, un spécialiste qui faisait une démonstration où il était capable de contrôler la fréquence de la radio dans une voiture et faire n'importe quoi, par exemple au chauffeur. Ah oui, sur les voitures connectées. Voilà, et donc ça c'est régi par quelle réglementation du coup, si quelqu'un s'amuse à faire ça parce qu'il est très calé. Ah oui, mais ça c'est un piratage. Oui, c'est un piratage. Bah, c'est là je pense que c'est du droit classique, c'est pas du droit des fréquences. Ça est du droit qui est plus lié à l'informatique sur une intrusion illégale dans un système plus mise en danger de la vie d'autrui, etc. Mais normalement les voitures autonomes, on n'a pas le droit de les laisser en mode autonome. Il faut garder la main sur le volant. Ah ouais. Je sais qu'il y a encore eu 2 morts la semaine dernière avec quelqu'un qui ne l'avait pas fait. Donc voilà. Mais j'avais vu il n'y a pas longtemps qu'Elon Musk avait fait passer comme les pays n'ont pas autorisé la plupart à ce qu'on laisse en mode automatique, il était un peu pas très regardant sur la validité des tests sur le mode pilotage automatique. J'ai vu que la voiture elle différenciait pas par exemple une remorque d'un piéton. C'est plus. Si c'est un piéton, il faut freiner plus fort quoi. Du coup, mais ça, il y a plein de questions intéressantes juridiquement. Mais là, on a des juristes, par exemple, font le master qui partent là-dedans dans des trucs de voitures connectées, etc., sur les questions juridiques. Mais il y a plein de trucs qui existent là-dessus sur les histoires de responsabilité, par exemple. Ça, c'est assez intéressant. Savoir qui est responsable en cas de dommage par un véhicule autonome. Et ça, je sais pas, sort de mon expertise. Vous avez d'autres questions sur les parcours, sur les trucs comme ça? Ouais. Par rapport à la protection des données qui sont récupérées depuis les satellites, oui. Vous avez dit qu'il n'y avait pas forcément de réglementation dans l'espace justement par rapport à ça. Mais par exemple, quand on va sur Google Maps, on voit des œuvres qui sont floutées ou des choses comme ça. Ah oui, parce qu'il y a pour le fait de les rendre publics, là il y a des enjeux, mais c'est sur les usages civils. Mais sur les usages militaires ou de renseignement, ils sont autorisés. Donc en fait, les sociétés de renseignement, les services de renseignement, eux peuvent observer librement les états des autres sans problème. Comment ? Aucun recours possible. Non, il n'y a aucun recours possible. C'est le principe de liberté d'utilisation de l'espace et il n'y a pas de recours possible du tout. Et même les États-Unis voulaient vraiment faire pression pour que la limite de l'espace elle soit encore plus basse. Donc, alors, dans le traité de l'espace, c'est un peu étonnant, il n'y a pas de définition au début, contrairement aux autres traités. Donc, en droit international, quand il n'y a pas de définition, on considère que c'est l'usage courant. Donc, scientifiquement, l'usage courant, l'espace, on dit qu'il commence à 100 km, parce que c'est là où il n'y a plus d'atmosphère, tout simplement, à partir de 100 km. Et donc, les États-Unis, eux, au début de la conquête sociale et dans leur loi nationale, ils ont expliqué que pour eux, l'espace commençait à 80 km, mais ils voulaient que les autres États baissent la limite aussi. Mais à 80 km, en fait, en fonction des zones, il y a encore de l'air, donc on peut encore survoler en avion. Et du coup, personne ne les a suivis. Mais donc, techniquement, tout ce que vous voyez sur Google Maps et qui est flouté, il faut considérer que le gouvernement, enfin les services américains, eux, ils l'ont en net. Donc voilà. Mais donc c'est complètement autorisé. C'est pour ça qu'il y a toutes les observations par satellite des zones de guerre et tout. Enfin, l'espace est hyper militarisé. Ah, mais c'est un truc que j'ai oublié dans les enjeux actuels, c'est la militarisation en fait. Il y a beaucoup de... Comme les activités militaires dans l'espace, elles sont permises, du moment qu'elles sont non agressives. Il y a d'ailleurs encore récemment, depuis les années 2010, les États font un truc, ils essaient des missiles anti-satellites pour montrer aux autres États qu'ils peuvent détruire des satellites, puisqu'en cas de conflit, c'est le premier relais des communications, c'est les satellites. Donc, pour avoir des systèmes résilients, en gros, il faut avoir des satellites qui puissent communiquer. Et donc là, les États développent des systèmes de missiles anti-satellites et ils les essayent sur leurs propres satellites pour montrer qu'ils ont la capacité de le faire. Et donc il y a eu 4 essais, et si vous regardez les tableaux, les graphiques d'observation des débris spatiaux, il y a des pics en fait à un moment donné, c'est les essais de ces trucs-là à partir des années 2010. Et donc les États qui ont essayé, il y a la Chine, les États-Unis, la Russie et l'Inde dernièrement. Et la Russie l'a fait 2 fois. Mais c'est sur leurs propres satellites en fait qu'ils font ça. Ils les détruisent, des satellites qui sont plus en usage, des satellites météo, des trucs comme ça, juste pour montrer qu'ils peuvent le faire. Et là c'est un des gros enjeux, mais ça rejoint celui des débris en fait, parce qu'ils créent des débris en masse, mais ils s'en fichent complètement. Et la Russie elle l'a fait il n'y a pas longtemps. Elle a détruit un de ses propres satellites à nouveau pour montrer qu'elle pouvait le faire. Et le truc c'est que c'était un satellite qui était assez bas.
et la trajectoire des débris a failli être rentrer en collision avec la Station Spatiale Internationale. Et donc tous les astronautes, sachant que dans la station il y a 2 Russes en permanence, donc tous les astronautes se sont mis dans le module d'évacuation, et ils ont juste attendu, et ils ont essayé de dévier la station. De toute façon c'est contrôlé, elle est contrôlée la station. En fait elle est tellement basse, pour vous donner une ordre d'idée, donc l'espace commence à 100 km, et la station spatiale elle est à 400 km. Mais à cette altitude-là, elle est tellement massive et lourde qu'en gros, à chaque fois, elle se rapproche de la Terre un peu. Donc en fait, tous les 3-4 mois, ils sont obligés de la remonter. En fait, ils rallument les gaz et la remontent, sinon elle se serait écrasée depuis longtemps. Et donc on peut en fait la bouger comme ça, un peu. Donc ils ont essayé d'éviter la trajectoire, et ils ont réussi. Mais même si, en fait, on fait exploser un satellite, et qu'on se retrouve avec ça fait des micro-débris, ça fait des petits débris d'un millimètre, d'un centimètre, mais ça en fait 50 000 quoi. Le problème c'est que c'est des débris qui sont à 40 000 km/h, donc du coup la station elle-même étant à 40 000 km/h, ça fait 80, enfin ouais, je suis pas très fort en maths, mais avec le 40 000 km/h chacun dans un sens, ça fait des dégâts solides quoi. Donc du coup les astronautes ils se sont mis à bord, dans leur module d'évacuation, ils ont attendu, et au final il s'est rien passé. Et en plus, si jamais ça avait détruit la station, et qu'il y aurait eu des dégâts, aucun État n'aurait rien pu faire, parce qu'en droit de l'espace, en fait, qui est responsable en cas de dommages causés, c'est pas que l'État d'immatriculation, c'est tous les États qui ont aidé à lancer un objet spatial, en fait. Donc, par exemple, si le Portugal met un satellite en orbite depuis Kourou, grâce à Ariane, et que ce satellite fait un dégât, les États responsables du satellite, ce sera la France et le Portugal. Et ils ne peuvent pas en plus s'attaquer les uns les autres. Et comme dans la station, la Russie est aussi membre, et si jamais c'était les débris russes qui avaient percuté la station, aucun État n'aurait pu se retourner contre la Russie parce qu'elle est aussi elle-même partie à la station. Donc du coup, ils avaient juste à se mettre dans les modules et attendre. Et d'ailleurs, quand il y a eu le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, bonjour. Quand il y a eu le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la première chose qu'a fait la Russie, le directeur de l'agence spatiale russe, c'est de dire que en réponse aux sanctions qu'on mettait sur la Russie, la Russie allait arrêter de remonter la station, parce que comme chaque partenaire à la station spatiale contrôle le module qu'il a immatriculé, et la partie qui sert à remonter la station, c'est la Russie qui l'a fournie, c'est elle qui le contrôle. Donc la Russie a dit, bah, nous on va arrêter de remonter la station, et donc dans la foulée, le directeur de l'agence spatiale russe a mis une carte du monde en disant, bah voilà où du coup la station va s'écraser quand elle va atterrir, quoi. Et du coup, il y avait en gros, il y a toute la Terre sauf la Russie. Et donc voilà, il s'est fait virer par la suite, et la Russie après du coup a dit qu'ils allaient assurer le truc et qu'ils allaient se retirer. Dans les 2 ans, ils se retirent de la station en réplique aux contre-mesures qu'on leur a infligées pour l'invasion de l'Ukraine. Mais en fait, ils répliquent à rien parce que dans l'accord de la station, il est précisé que tout État qui veut se retirer doit prévenir 2 ans à l'avance. Donc en fait, ils appliquent juste le droit international. Mais c'est tout. Vous avez d'autres questions sur... Bon bah écoutez, on va se libérer alors. Bon merci, j'espère que ça vous a plu. Merci d'être venu jusqu'au soir.